Tu n'es ici que parce que j'ai eu pitié de toi, a dit ma mère en tendant à mon frère une série de billets d'avion. Première classe, Japon. Ma prime avait payé pour ça. J'ai souri, débarrassé mon assiette et je suis parti sans dire un mot. Je m'appelle Debis et Bog et j'ai 30 ans. Au moment où je suis entré pour ce dîner, j'avais déjà ce sourire familier et prudent sur mon visage, celui que j'avais appris à porter dans ma famille quand j'avais besoin d'avoir l'air calme alors que quelque chose en moi se préparait à l'impact. Je ne m'attendais pas à ce que l'impact vienne aussi nettement, cependant. Je pensais que la soirée serait simple, une célébration, une surprise, un moment rare où je pourrais offrir quelque chose de grand sans que cela ne se transforme en une leçon sur ma place dans la pièce. J'avais utilisé ma prime pour acheter à mon frère un voyage au Japon. Première classe, 2 sièges, payés en totalité. Je l'avais planifié il y a des semaines, tranquillement, délibérément, parce que je voulais que ce soit magique, comme quelque chose qui pourrait réinitialiser l'histoire dans laquelle nous étions coincés toute notre vie. Mon frère avait été obsédé par le Japon quand nous étions enfants. Il parlait de Tokyo comme si c'était une promesse. La nourriture, la culture, les rues illuminées de néon, les temples, tout le rêve. J'ai parlé des billets à ma mère parce que je pensais qu'elle m'aiderait à en faire une vraie surprise. Je pensais qu'elle serait fière de moi pour avoir fait quelque chose de généreux. Je pensais qu'elle protégerait ce moment. C'était mon erreur. La table du dîner était bondée de la distribution habituelle. Mon père à un bout, silencieux mais présent, laissant ma mère faire ce qu'elle faisait toujours, contrôler la température de la pièce. Un oncle qui riait trop fort. Quelques parents qui applaudissaient sur commande. Mon frère assis comme s'il était à sa place au centre de tout. Sa petite amie à côté de lui, rayonnant déjà d'anticipation parce que ma mère avait agi étrangement toute la semaine de la manière dont elle le fait quand elle prépare quelque chose. Mon petit ami Ethan avait proposé de venir avec moi, mais ma mère avait insisté pour que ce soit uniquement en famille, ce que j'ai accepté comme je l'ai toujours fait, comme si mon confort était un élément négociable. Ma mère a attendu que les premières assiettes soient servies pour le faire. Elle ne s'est pas pressée. Elle n'a pas trébuché. Elle a fait un petit spectacle en lissant sa serviette, en regardant autour de la table comme si elle était sur le point d'annoncer une bénédiction. Puis elle a fait glisser une enveloppe blanche et impeccable sur la table vers mon frère avec un sourire qui m'a noué l'estomac avant même que je comprenne pourquoi. « Tu n'es ici que parce que j'ai eu pitié de toi », a-t-elle dit. Pas à lui, mais à mon sujet, comme si je n'étais pas assise à 3 pieds de distance, comme si je faisais partie du décor. Les mots ont atterri et la table a réagi comme elle le faisait toujours quand ma mère parlait avec confiance. Une pause, puis des rires, puis cette douce vague d'applaudissements que les gens font quand ils ne veulent pas trop réfléchir à ce pourquoi ils applaudissent. Mon père a levé son verre. Mon oncle a tapé dans le dos de mon frère. Mon frère a ouvert l'enveloppe lentement, souriant déjà comme s'il savait ce qu'il y avait à l'intérieur parce que ma mère lui avait probablement donné des indices, le laissant croire que le moment lui appartenait. Quand il a sorti les billets, sa petite amie a halté comme si elle était dans un film. Première classe pour le Japon. Exactement la chose que j'avais achetée, exactement la chose pour laquelle j'avais payé. Ma prime transformée en sa performance. Ma mère était assise là, s'imprégnant de cela comme d'une ovation debout, comme si elle venait de faire quelque chose d'altruiste et de grandiose. Et moi, j'étais assise là en souriant. Pas parce que j'étais heureuse, pas parce que j'étais fière, mais parce que parfois, la seule chose que l'on puisse faire quand on est la risée, c'est de garder son visage immobile pour ne pas leur donner la satisfaction de vous voir craquer. J'ai regardé mon frère commencer à parler immédiatement d'hôtel. Pas de l'hôtel boutique que j'avais choisi près de Shinjuku parce qu'il disait vouloir quelque chose d'authentique, quelque chose avec du caractère. Non, il parlait de luxe 5 étoiles, de piscine sur le toit, le genre d'endroit qu'il ne pouvait pas se permettre par lui-même et n'aurait jamais réservé sans l'argent de quelqu'un d'autre derrière. Il parlait comme si le voyage avait toujours été inévitable, comme si l'univers lui avait enfin livré ce qu'il méritait. Ma mère ne l'a pas corrigé. Elle n'a pas mentionné mon nom. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil vers moi pour voir si j'allais bien. L'omission n'était pas accidentelle. C'était un choix. C'était son genre de pouvoir préféré, celui qui lui permet d'effacer quelqu'un tout en l'obligeant à rester poliment assis pendant tout le processus. Le reste du dîner est devenu flou. Du poulet fade, du riz sec, un gâteau acheté en magasin qui avait le goût de sucre et de carton. Je me souviens de la petite amie sortant des photos de son tableau de visualisation pour Tokyo, ricanant à propos des tenues et des photos.
Je me souviens des parents disant à ma mère à quel point elle était généreuse. Je me souviens de mon frère se prélassant dedans, l'enfant prodige recevant un cadeau qu'il n'avait pas mérité et qu'il n'avait même pas pensé à remettre en question. Et je me souviens du moment exact où j'ai cessé de me sentir surprise parce que ce n'était pas nouveau. C'était juste plus bruyant que d'habitude. Toute ma vie, ma mère avait traité mes contributions comme si elles ne comptaient pas à moins qu'elle ne puisse se les attribuer. Si je payais pour quelque chose, c'était l'argent de la famille. Si j'aidais, c'était ce que l'on est censé faire. Si mon frère réussissait, c'était parce qu'elle l'avait bien élevé. Si je réussissais, c'était parce que j'avais eu de la chance. Si je souffrais, c'était parce que j'étais trop sensible. Je n'ai pas parlé. Je ne l'ai pas confrontée à table. Je n'ai pas demandé de crédit ou pourquoi elle avait dit ce qu'elle avait dit. J'ai juste continué à sourire et j'ai attendu le moment où je pourrais partir sans faire de scène, parce que les scènes sont ce dont ma mère se nourrit. Elle meurt de faim sans public. Quand les assiettes ont été débarrassées, je me suis levé calmement, je me suis essuyé la bouche avec ma serviette et j'ai dit que j'avais une matinée chargée. Personne ne m'a arrêté. Ma mère ne m'a pas dit bonne nuit. Mon frère a à peine levé les yeux. Ils étaient trop occupés à célébrer une histoire où je n'existais pas. Je suis sorti dans l'air nocturne et j'ai senti quelque chose en moi passer de la blessure à la clarté. Pas de la rage, pas de chagrin, juste une compréhension froide et nette que si je restais dans cette famille de la manière dont j'y étais resté, je continuerais à être effacé. À la maison, j'ai versé un verre de vin et j'ai ouvert mon ordinateur portable comme si je prenais mon service. Je me suis connecté au compte de la compagnie aérienne. La réservation était à mon nom, pas à celui de ma mère, ni à celui de mon frère. Le transfert de miles était lié à mon compte de récompense. Le paiement était traçable jusqu'à ma carte. Ce n'était pas un cadeau qu'elle pouvait réellement posséder, peu importe avec quelle force elle le présentait. J'ai annulé les billets. 2 clics, un écran de confirmation, un processus de remboursement initié. Puis j'ai inversé le transfert de miles. Les points sont retournés sur mon compte comme s'ils n'étaient jamais partis. Ensuite, je me suis connecté au site de l'hôtel et j'ai annulé la réservation. Et après ça, j'ai appelé la réception directement, poli et calme, leur disant de s'attendre à une non-présentation et de ne pas garder la chambre. La femme au téléphone m'a remercié comme si c'était normal. Pour elle, ça l'était. Pour moi, c'était une ligne qui était tracée. Enfin, j'ai gelé le compte d'urgence que ma famille utilisait chaque fois que leur propre solde bancaire était à sec. Celui que ma mère appelait juste au cas où, mais qui devenait toujours tout de suite. Je l'ai gelé comme on coupe l'eau d'un tuyau qui fuit depuis des années. Quand j'ai fini, je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais calme, comme si le dernier domino d'une longue rangée avait enfin basculé et que tout ce qui allait tomber avait déjà commencé à tomber. Le lendemain matin, ils iraient à l'aéroport en s'attendant à une célébration. Ils découvriraient qu'ils n'avaient rien. Et pour la première fois depuis longtemps, ce ne serait pas mon travail de réparer ça. Je me suis réveillé le lendemain matin avant mon réveil, non pas parce que j'étais anxieuse, mais parce que mon corps est habitué à se réveiller quand une tempête approche. L'appartement était encore sombre, le genre de silence qui amplifie chaque petit son. J'ai fait du café et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la rue comme si j'attendais que quelque chose apparaisse du brouillard. Mon téléphone était face contre table. Pour une fois, je n'ai pas ressenti l'envie de le vérifier. Je savais déjà ce qui allait se passer. Pas de la manière dramatique et cinématographique que les gens imaginent pour la vengeance, mais de la simple manière mécanique dont les conséquences fonctionnent quand on retire la chose qui maintient tout ensemble. Le premier appel est arrivé à 7h18 du matin. Mon frère. Je l'ai laissé sonner. Un autre appel à 7h19, sa petite amie à 7h20. Je pouvais l'imaginer à l'aéroport dans une tenue de voyage qu'elle avait prévue pour les photos. Cheveux coiffés, maquillage parfait, serrant un passeport comme si c'était un billet pour une vie meilleure. À 7h23, ma mère. Je n'ai pas répondu. À 7h27, mon père, ce qui m'a presque fait rire parce qu'il n'appelait jamais à moins que quelque chose ne soit en feu et qu'il ne sache pas comment l'éteindre. À 8h22 du matin, je savais qu'ils avaient atteint le comptoir parce que les messages ont commencé à arriver. Pas seulement des appels manqués, mais des textos qui se lisaient comme la panique se transformant en rage en temps réel. Déby répond. Ce n'est pas drôle. Nous sommes à l'aéroport.
Que as-tu fait? Appelle-moi tout de suite. Puis celui qui m'a dit exactement comment il me voyait, même alors qu'ils étaient désespérés. Règle ça. Pas de s'il te plaît. Pas de questions. Juste un ordre, comme si mon rôle avait été restauré au moment où ils en avaient besoin. J'ai continué à siroter mon café. Je n'imaginais pas leur visage à la sécurité. Je ne jubilais pas. Je laissais juste la vérité se dérouler. Les billets étaient nuls parce que mon nom était sur la réservation. Pas celui de ma mère, ni celui de mon frère. Il n'y avait pas de carte de crédit de secours attachée, pas de miles supplémentaires prêts à couvrir le manque, pas assez d'argent liquide pour remplacer des sièges de première classe à la dernière minute. Il se serait tenu à ce comptoir, passant par les étapes de l'incrédulité, de la confusion, de la colère, et enfin du genre de silence qui vient quand on réalise qu'on a dépendu de quelque chose qu'on ne contrôlait pas vraiment. Puis l'hôtel, je savais que ma mère appellerait, toujours confiante, croyant toujours que son autorité pouvait intimider la réalité pour qu'elle se plie à sa volonté. Mais l'hôtel ne garderait pas une chambre pour une réservation qui n'existait pas. Ils le diraient poliment. Ils offriraient leurs condoléances avec une neutralité professionnelle. Ils termineraient l'appel avec un au revoir joyeux qui ressemblait à une porte qui se ferme. À midi, ils seraient de retour à la maison. Et c'est la partie qui m'a surprise. Pas qu'ils aient échoué, mais qu'il n'ait pas immédiatement explosé comme je m'y attendais. Il n'y avait pas de messages vocaux dégoulinants de rage. Pas de textos furieux menaçant de me déshériter. Juste un vide étrange, un silence radio soudain qui semblait presque contre nature. Si je n'avais pas grandi avec ma mère, j'aurais pu le prendre pour de la réflexion. Mais je savais mieux. Ma mère ne réfléchit pas. Elle recalcule. Le silence avec elle n'est pas la paix. C'est de la stratégie. C'est attendre que la culpabilité fasse le travail à sa place. Alors, j'ai fait la grasse matinée le lendemain. J'ai fait des pancakes. J'ai posté une photo sur Instagram avec une légende sarcastique sur les dimanches de soins personnels. Non pas parce que j'avais besoin d'attention, mais parce que je savais que mon frère la verrait. Il me suivait surtout. Il ne se désabonnerait jamais car cela rendrait sa colère visible. Et dans notre famille, l'apparence est tout. À 4h03 de l'après-midi, un texto est arrivé d'un numéro que je n'avais pas encore bloqué. Une ancienne ligne que ma mère utilisait pour m'appeler quand elle voulait paraître décontractée. C'était un seul mot. Pourquoi? Je n'ai pas répondu. À 7h11 du soir, on a frappé. Je vis dans un immeuble avec une entrée verrouillée, mais quelqu'un a dû tenir la porte où ils ont attendu que quelqu'un sorte. J'ai ouvert la porte de mon appartement et je les ai vus tous les trois, mon frère, ma mère et sa petite amie, debout dans le couloir comme un tribunal. Sa petite amie avait l'air plus embarrassée qu'en colère, comme si elle n'avait pas signé pour une guerre de famille et ne savait pas où poser les yeux. Mon frère se tenait les mains dans les poches, la mâchoire serrée, essayant de se faire passer pour la victime. Ma mère s'est avancée comme si l'air lui appartenait. Elle n'a pas dit bonjour. Elle est entrée. « Pourquoi ferais-tu ça » a-t-elle demandé, se tournant vers moi comme si j'étais une employée qu'elle s'apprêtait à discipliner. J'ai laissé la question en suspens un moment, non pas parce que je n'avais pas de réponse, mais parce que je voulais qu'elle ressente ce que c'était de parler dans une pièce sans la contrôler instantanément. Puis j'ai demandé calmement. « Pourquoi as-tu dit à tout le monde que c'était ton cadeau » L'expression de ma mère n'a pas changé, mais ses yeux se sont aiguisés. « C'était un cadeau de famille » a-t-elle dit, comme si cette phrase pouvait effacer le reçu, l'historique du conte, les mois que j'avais passés à planifier. « Non » j'ai dit. « C'était le mien. » Mon frère a bougé, parlant enfin. « Debbie, c'était censé être mon cadeau d'anniversaire » a-t-il dit, la voix tendue comme si c'était la seule partie qui comptait. Que sa déception était le centre de l'histoire. Ça l'était, ai-je répondu en le regardant dans les yeux. De ma part. Sa petite amie l'a regardé, pas moi, et ce minuscule mouvement a tout dit. Elle essayait de comprendre dans quoi elle s'était embarquée, quel genre de famille c'était, et ce que cela signifiait pour l'homme à côté d'elle. Ma mère a croisé les bras. « Tu nous as humiliés » a-t-elle dit. « Sais-tu ce que tu as fait à cet aéroport » Les gens regardaient. Ton frère avait l'air d'un idiot. J'ai failli rire de l'ironie. Ils avaient applaudi pendant que ma mère m'humiliait au dîner. Mais maintenant,
L'humiliation comptait parce qu'elle les touchait. Tu m'as humilié en premier, j'ai dit. Tu m'as effacé, tu t'es attribué le mérite, et ensuite tu as dit à tout le monde que j'étais seulement invité parce que tu avais pitié de moi. Les yeux de ma mère ont scié. Pas de culpabilité. Du calcul. J'aurais pu crier alors. J'aurais pu lister toutes les fois où je les avais sauvés, toutes les factures discrètes que j'avais payées, tous les sacrifices qu'ils avaient traités comme un bruit de fond. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait quelque chose de pire. Quelque chose que ma mère déteste plus que la colère. J'ai dit la vérité. J'ai regardé mon frère et j'ai dit, « Tu veux savoir la vérité ?» Il a hésité, puis a hoché la tête. Je ne suis pas riche, j'ai dit. Je ne vais pas si bien que ça. Je n'ai pas un travail de fantaisie. Je n'ai pas d'investissement. Je suis chauffeur. Je conduis ce type, un blogueur qui aime prétendre qu'il est une célébrité. Cette prime n'était pas une récompense de promotion. C'était un pourboire unique, un coup de chance, et je l'ai dépensé pour toi. La pièce a changé instantanément. L'air a changé. La bouche de mon frère s'est ouverte, puis s'est fermée. Le visage de sa petite amie s'est crispé, et encore une fois, elle l'a regardé comme si elle voyait soudain à quel point sa vie dépendait de la générosité de quelqu'un d'autre. Ma mère a cligné lentement des yeux, comme si elle essayait de décider si elle devait le nier ou l'utiliser comme une arme. « Tu as menti », a finalement dit ma mère. Mais sa voix n'était pas outrée. Elle était presque satisfaite, comme si elle avait trouvé un nouvel angle. « Non, j'ai dit. Tu as supposé. Et tu ne l'as pas corrigé parce que tu n'aimais pas l'image que la vraie histoire te donnerait. » Elle n'a pas contesté cela. C'était la partie la plus révélatrice. Elle a simplement levé le menton plus haut et a dit, « Je ne voulais pas que ton frère sache que sa sœur avait des difficultés. Il ne te respecterait pas. » Voilà, le vrai poison, pas l'inquiétude, le contrôle. Elle avait protégé un récit parce qu'il lui était bénéfique, non pas parce qu'il me protégeait. Elle préférait laisser tout le monde penser qu'elle était généreuse plutôt que de laisser quiconque penser que j'étais humaine. Mon frère a finalement retrouvé sa voix. « Alors, tu l'as annulé parce que maman n'a pas dit ton nom ?» a-t-il demandé, essayant de le présenter comme de la mesquinerie. « Non, j'ai dit. Je l'ai annulé parce qu'elle m'a humilié et que tu l'as laissé faire. Parce que tu étais heureux de recevoir les applaudissements. Parce que cette famille ne se souvient que j'existe que lorsque mon argent est en jeu. » Sa petite amie a dégluti et a murmuré, « Peut-être que nous devrions y aller. » À peine audible, comme si elle essayait de s'échapper avant de devenir un dommage collatéral. Ma mère m'a regardé longuement, puis a fait ce qu'elle fait toujours quand elle ne peut pas gagner l'argument. Elle l'a transformé en un jugement moral. « Tu es froide », a-t-elle dit. « Tu es égoïste. Tu ne sais pas ce que signifie la famille. » J'ai reculé légèrement, en gardant ma voix égale. Je sais exactement ce que signifie la famille dans cette maison. Cela signifie que je donne et que vous prenez, puis vous agissez comme si je devais être reconnaissante que vous me laissiez m'asseoir à la table. Mon frère m'a regardé, quelque chose changeant derrière sa colère. Pas du remords, pas de la compréhension, quelque chose de plus petit, de l'incertitude, comme s'il n'était pas habitué à ce que le sol bouge sous lui. Ils sont partis peu de temps après. Ma mère n'a pas dit au revoir. Mon frère m'a jeté un regard qui ressemblait à de la culpabilité portant le masque de la pitié. Sa petite amie a marmonné quelque chose de poli en le suivant, et je les ai regardés disparaître dans le couloir, comme une scène se terminant sans conclusion. Mais la conclusion n'était pas le but. Le lendemain, tout a changé, et pas de la manière que j'attendais, parce que mes parents sont revenus sans mon frère. Et ils ont apporté de la nourriture, comme si la paix pouvait être emballée dans un plat à gratin. Ils sont arrivés l'après-midi suivant, portant de la nourriture comme si c'était une offrande de paix. Ma mère tenait le plat à gratin devant elle comme un bouclier. Mon père planant derrière elle avec un sac en papier de petits pains, tous deux arborant les mêmes expressions prudentes qu'ils utilisaient chaque fois qu'ils voulaient quelque chose de moi sans le dire ouvertement. Je les ai laissés entrer parce que je voulais voir quelle version de la réalité ils vendaient aujourd'hui. La porte s'est refermée derrière eux, et aussitôt, le ton a changé. Mon père s'est assis et a commencé à discuter comme si de rien n'était, parlant de la météo, de la nouvelle voiture d'un voisin, d'une émission de télévision qu'il pensait que j'aimerais. Ma mère a posé la nourriture sur le comptoir et a soupiré de manière dramatique, secouant la tête comme elle le fait quand elle est sur le point de se plaindre,
mais veut d'abord de la sympathie. Puis elle a commencé à parler de mon frère, de son irresponsabilité, de son ingratitude, du fait qu'il n'appréciait pas ce qu'ils avaient fait pour lui, de son changement, de leur déception. C'était surréaliste de voir le récit basculer si rapidement. Une semaine, il était l'enfant prodige recevant des applaudissements. La suivante, il était le problème qu'ils avaient besoin d'aide pour gérer. « Tu as toujours été la personne fiable », a dit ma mère en me touchant le bras comme si elle me décernait un titre. L'adulte. Nous savons que nous pouvons compter sur toi. J'ai reconnu le piège immédiatement. C'était le pivot. Ils n'étaient pas là pour s'excuser. Ils étaient là pour me recruter comme la nouvelle favorite, la nouvelle réparatrice, celle qui absorberait les retombées maintenant que mon frère ne jouait plus le rôle dont ils avaient besoin. Et comme par hasard, ma mère m'a demandé si je pouvais les aider à couvrir certaines dépenses le mois prochain, juste jusqu'à ce que les choses se calment, juste pour les aider à traverser une période difficile. J'ai dit non. Pas fort, pas avec colère, juste non. Le mot est tombé entre nous comme une assiette cassée. Ma mère a cligné des yeux. Mon père a froncé les sourcils comme s'il avait mal entendu. J'ai répété calmement et j'ai ajouté que je n'allais pas en discuter. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas justifié. Je n'ai pas adouci. J'ai juste dit non à nouveau et j'ai changé de sujet. Ils n'ont pas insisté tout de suite. Je pense qu'ils croyaient que c'était temporaire, que je les punissais encore et que je céderais s'ils restaient gentils assez longtemps. Cette croyance a duré exactement 2 jours. Puis les appels ont commencé, pas d'eux au début, mais d'autres personnes. Une tante demandant si tout allait bien entre moi et mon frère. Un cousin laissant entendre que mes parents s'inquiétaient pour moi. Quelqu'un de l'église de ma mère demandant si j'avais été sous beaucoup de stress dernièrement. Chaque conversation portait le même sous-entendu. De l'inquiétude mêlée de jugement. De la curiosité déguisée en sollicitude. Et chaque fois, je pouvais entendre la voix de ma mère derrière, orientant l'histoire juste assez pour me faire paraître instable sans le dire ouvertement. Le vrai coup est venu au travail. Ma directrice m'a appelé dans son bureau et a fermé la porte, ce qu'elle ne fait presque jamais. Elle a tourné son écran vers moi et là, il y avait un courriel d'une adresse générique prétendant que j'avais manifesté un comportement erratique en public, que j'étais sorti en trompe d'un événement familial en rage, et que pour la sécurité de tous. Mon lieu de travail pourrait vouloir être prudent. C'était écrit comme de l'inquiétude, mais ça se lisait comme une accusation soigneusement enveloppée dans un déni plausible. La formulation était trop familière. Les pics subtils, la façon dont cela semait le doute sans preuve. C'était la voix de ma mère déguisée en professionnalisme. J'ai expliqué brièvement la situation, j'ai dit à ma directrice que c'était un problème familial et que le courriel n'était pas fondé sur la réalité. Elle a écouté, a hoché la tête et a dit qu'elle me croyait, mais m'a mise en garde contre la perception. Je suis sorti de son bureau avec les mains tremblantes, non pas de peur, mais d'une colère nette et ciblée. Ma mère avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait pas défranchir. Il ne s'agissait plus de dynamique familiale. Il s'agissait de mon gagne-pain. Cette nuit-là, j'ai tout bloqué. Ma mère, mon père, mon frère, sa petite amie, les tantes et les cousins qui avaient décidé que j'avais tort sans demander pourquoi. J'ai supprimé les discussions de groupe familial, changé mon numéro, verrouillé mes réseaux sociaux et commencé à tout documenter. Courriel, texto, date, heure, capture d'écran. Reniflement, j'ai parlé à un avocat qui m'a dit de garder des dossiers et d'être prête. Ce n'était pas encore assez pour une ordonnance restrictive, mais c'était assez pour se préparer. Pendant quelques jours, il y a eu le silence, et je savais qu'il ne fallait pas s'y fier. Le silence n'a pas duré assez longtemps pour que je puisse m'y détendre. Environ une semaine après avoir tout bloqué, mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je n'avais pas encore bloqué. Mon frère. J'ai fixé l'écran plus longtemps que je n'aurais dû. Une partie de moi voulait l'ignorer, le laisser dans le pétrin que nos parents avaient créé, mais une autre partie de moi, celle qui se souvenait des nuits tardives, des chambres partagées et des secrets d'enfance, a répondu. Il n'a pas commencé avec de la colère. Il a commencé avec de l'épuisement. Pouvons-nous nous voir ? A-t-il demandé doucement. Juste pour déjeuner. J'ai besoin de parler. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant du centre-ville, le genre d'endroit avec des tasses ébréchées et des banquettes en vinyle qui sentaient le café quelle que soit l'heure de la journée. Il avait l'air pire que jamais.
Pas seulement fatigué, mais écrasé, comme si quelque chose de lourd était assis sur sa poitrine depuis des mois. Il n'a pas touché à sa nourriture. Je dois te demander quelque chose, a-t-il dit. Leur as-tu parlé de l'argent? J'ai cligné des yeux. Quel argent? Le prêt. 6 mois plus tôt, il avait emprunté une grosse somme à nos parents. Il avait dit que c'était pour une opportunité d'affaires, un projet en freelance avec un grand potentiel. Pas de contrat, pas de délai, juste de la confiance et de l'optimisme, les deux choses que mes parents distribuaient librement quand ils croyaient investir dans le bon enfant. Le projet a échoué. Ils ne pouvaient pas le rembourser. Et maintenant, après le désastre de Tokyo et le changement des alliances familiales, ils s'étaient retournés contre lui. Appels quotidiens, accusations, menaces. Il disait aux parents qu'il était irresponsable, malhonnête, qu'il les avait volés. Et il continue de dire que tu m'as dénoncé, a-t-il ajouté, la honte s'insinuant dans sa voix. Que tu leur as dit que j'étais un échec. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit immédiatement. Ils mentent. Il a hoché la tête lentement comme s'il le savait déjà, mais avait besoin de l'entendre quand même. Puis il a prononcé la phrase qui a tout recadré. Ils sont fauchés. Je l'ai regardé fixement, pas en difficulté, pas à court d'argent, fauchés. Carte de crédit au maximum, valeur nette de la maison épuisée. La pension de mon père tenant à peine le coup. Ce prêt ne provenait pas d'économie. Il provenait d'une ligne de crédit dans laquelle il se noyait déjà. Ils ne l'avaient pas soutenu. Ils avaient joué. Et quand ça n'a pas payé, ils avaient besoin de quelqu'un d'autre à blâmer. Toutes ces années de jugement, tous ces commentaires sur mon travail, mes choix, mon manque d'ambition, toute cette supériorité, et ils avaient été sous l'eau tout ce temps. Ils espéraient que tu en ferais quelque chose, a-t-il dit doucement, espérant que tu les tirerais d'affaire encore une fois. C'est là que j'ai compris pourquoi ma mère avait escaladé si vite. Pourquoi elle m'avait diffamé. Pourquoi elle avait essayé de me remplacer par mon frère comme le réparateur favori. Il ne s'agissait pas de fierté. Il s'agissait de survie, et j'étais la dernière corde à laquelle il pouvait se raccrocher. Quelques jours plus tard, la vérité est sortie par morceaux. Un avis de saisie, des impôts fonciers manqués, des paiements de deuxième hypothèque en retard. La maison dans laquelle j'avais grandi n'était pas seulement instable. Elle était déjà en feu. Mon frère et moi nous sommes assis l'un en face de l'autre à nouveau, cette fois dans son appartement, des papiers étalés sur la table comme des preuves d'une scène de crime. Nous avions le choix. Partir complètement et laisser tout s'effondrer ou intervenir juste assez pour empêcher les dégâts de nous éclabousser. Nous avons choisi le milieu. Nous avons rencontré un conseiller financier. Nous avons fait rédiger un accord de 6 mois par un avocat. Nous couvririons les arriérés pour arrêter la saisie sous des conditions strictes. Transparence, pas de secret, pas de drame. S'il violait les termes, la maison serait vendue. Pas de négociation. La conversation où nous l'avons présentée est une que je n'oublierai jamais. Nous nous sommes assis à leur table de cuisine. Mon frère a fait la plupart de la conversation. J'ai regardé les visages de mes parents. Mon père fixait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. Ma mère a ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle ne pouvait pas croire que nous étions sérieux. C'est comme ça que vous traitez vos propres parents? A-t-elle demandé. Non, j'ai dit calmement. C'est comme ça que nous traitons les gens qui nous ont menti et qui s'attendaient à ce que nous nettoyions ça tranquillement. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. Tu n'es plus de la famille. J'ai compris ça à ton dîner, ai-je répondu. Ils ont signé 3 jours plus tard. Ça n'a rien arrangé. Ça a juste retardé l'effondrement. Et quand les détails ont fuité, l'histoire a de nouveau basculé. Soudain, mes parents étaient des victimes prises en otage par leurs enfants. Les parents ont choisi leur camp. Certains nous ont blâmés. Certains sont restés silencieux. La plupart ont disparu. Puis est venu l'appel de l'hôpital. Ma mère était tombée dans la cuisine. Commotion cérébrale, poignet fracturé, rien de mortel, mais assez pour nous ramener dans l'orbite une dernière fois. Nous sommes allés lui rendre visite. La pièce était calme, tendue, vide. Pas d'excuses, pas de prise de conscience, juste de l'épuisement. Quand nous sommes partis, mon père a admis ce qu'il n'avait jamais admis auparavant. Elle ne va pas bien,
a-t-il dit. Ça s'accumule. C'était la première chose honnête qu'il m'ait dite depuis des années. Ça n'a rien changé. Ils ont manqué un autre paiement d'impôt la semaine suivante. C'est alors que la famille élargie s'est complètement divisée. Certains nous ont accusés de cruauté, d'autres ont cessé d'appeler complètement. Les invitations se sont taries. Les vacances sont devenues silencieuses. La famille n'était plus fracturée. Elle était partie. Une fois que la vérité sur la maison a fait surface, tout s'est dénoué plus vite que je ne l'avais prévu, comme un fil tiré d'un vieux pull qui finit par céder. L'avis de saisie n'est pas resté secret longtemps. Quelqu'un a parlé. Quelqu'un parle toujours. Et soudain, l'histoire que mes parents avaient mis tant d'efforts à contrôler leur a échappé des mains. Pas la version où ils étaient des parents généreux et lésés, trahis par des enfants ingrats, mais la vraie où ils avaient vécu avec de l'argent emprunté, du temps emprunté et une dignité empruntée. Les parents ont cessé d'appeler pour faire la morale. Certains ont cessé d'appeler tout court. Quelques-uns ont envoyé des messages secs demandant si les rumeurs étaient vraies, si mes parents perdaient vraiment la maison, si les choses allaient si mal. Je n'ai rien confirmé ni infirmé. J'en avais fini de gérer la perception pour des gens qui n'avaient jamais géré la vérité. Mon frère et moi sommes restés silencieux, regardant le bruit s'éteindre de lui-même. La maison a été mise sur le marché au début du printemps, non pas avec un panneau dans la cour ou une annonce fière, mais discrètement, listée par l'intermédiaire d'un ami, à un prix inférieur au marché pour s'assurer qu'elle parte rapidement. Je l'ai découvert comme j'ai découvert tout le reste, par accident. Un agent immobilier avec qui j'étais au lycée a reconnu mon nom de famille et l'a mentionné nonchalamment comme si ce n'était pas l'endroit où chaque version de notre histoire familiale avait été mise en scène pendant des décennies. Il a dit que mes parents avaient l'air fatigués quand il les a rencontrés. Pas, elle s'éclaircit la gorge, en colère, pas dramatique, juste fatiguée. Ils l'ont vendu en un mois. Ils ont déménagé dans un petit duplex à 2 villes de là, un endroit assez anonyme pour que personne ne passe à l'improviste. Ma mère a désactivé ses réseaux sociaux. Mon père a cessé d'aller à l'église. Les applaudissements se sont taris quand il n'y avait plus rien à mettre en scène. Les gens qui les avaient autrefois loués pour avoir élevé des enfants si brillants se sont évanouis quand il n'y avait plus de succès à emprunter. La partie la plus étrange a été le silence qui s'est installé. Pas de confrontation finale, pas d'excuses larmoyantes, pas de dernière tentative pour me ramener. C'était comme si l'histoire avait simplement manqué de carburant. Je n'ai plus eu de nouvelles de mes parents. Pas directement. De temps en temps, quelqu'un mentionnait les avoir vus à l'épicerie ou à la pharmacie. Toujours en passant, toujours suivi de la même phrase. Ils ont demandé de tes nouvelles. C'était tout. Pas d'appel, pas de lettre, juste une miette de pain qui ne menait nulle part. Mon frère s'en est mieux sorti une fois le chaos retombé. Pas du jour au lendemain et pas de manière spectaculaire, mais régulièrement. Il a recommencé à travailler en freelance. Du vrai travail cette fois, avec des contrats, des délais et des conséquences. Nous parlions 1 ou 2 fois par semaine, pas comme des meilleurs amis, mais comme 2 personnes qui ont survécu à la même tempête et n'avaient pas besoin de continuer à se le prouver. Nous n'avons pas ressassé le passé. Nous n'avons pas attribué de blâme. Nous avons juste laissé la distance être ce qu'elle était, honnête et gérable. Quant à moi, la vie est devenue plus calme d'une manière que je n'avais pas réalisé que je désirais. J'ai gardé mon travail. Rien d'autre n'est ressorti du courriel que ma mère avait envoyé. Et avec la documentation en place, la menace a perdu son mordant. J'ai économisé plus. J'ai dépensé moins. J'ai arrêté de me justifier. La paix, j'ai appris, ne s'annonce pas. Elle se présente juste un matin quand vous réalisez que votre téléphone n'a pas fait chuter votre estomac depuis des jours. Ethan l'a remarqué avant moi. Un soir, alors que nous préparions le dîner, il a dit « Tu ne tressailles plus ». J'ai ri au début, puis j'ai réalisé qu'il avait raison. Je ne me préparais plus à la prochaine demande, à la prochaine accusation, à la prochaine crise qui nécessitait d'une manière ou d'une autre mon portefeuille et mon silence. J'avais de l'espace, du vrai espace. Et une fois que je l'ai ressenti, j'ai su que je ne pourrais plus y renoncer. Une année s'est écoulée sans cérémonie. Pas de vacances ensemble, pas de réunions forcées, pas de conclusion dramatique. Mes parents n'ont pas appelé pour mon anniversaire. Je n'ai pas envoyé de carte.
L'absence a cessé de ressembler à une blessure et a commencé à ressembler à une frontière qui tenait enfin. La colère s'est estompée, non pas parce que je leur ai pardonné, mais parce qu'elle s'est fatiguée. La colère a besoin de carburant. Quand on arrête de la nourrir, elle s'éteint d'elle-même. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir annulé ce voyage. Si j'aurais aimé gérer ça différemment, si je pense que les choses auraient pu être sauvées. Je donne toujours la même réponse. Ce dîner n'a pas brisé ma famille. Il l'a révélé. Reniflement, les billets n'ont jamais vraiment été à propos du Japon. Ils étaient à propos du crédit, du contrôle, de qui pouvait être vu comme généreux et de qui était censé être reconnaissant pour des miettes. Je ne suis pas parti parce que j'étais cruel. Je suis parti parce que j'ai finalement compris que rester signifiait disparaître. Certaines histoires ne se terminent pas par une réconciliation ou une vengeance. Certaines se terminent par la distance, par le calme, par la lente reconstruction d'une vie qui ne tourne pas autour de la réparation de personnes qui ne veulent pas être honnêtes. Et parfois, c'est la seule fin qui ressemble vraiment à la liberté.